Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives, profondes et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie, littéralement, enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Tordoux et j'ai l'honneur d'accompagner les familles dans leur cheminement autour de la naissance en tant que doula. Ce podcast est né durant ma dernière grossesse, alors que je cherchais à me nourrir de récits inspirants. J'ai commencé par des lives sur Instagram, et aujourd'hui, je vous propose ici ces échanges intimes, authentiques et riches d'enseignements. Mon rôle, tenir l'espace pendant que mes invités viennent se raconter. Parce que seules les personnes qui enfantent savent ce qui est juste pour elles. Venez découvrir leurs aventures qui ouvrent le champ des possibles. Vous êtes prêtes et prêts ? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ces vagues d'ocytocine. Eh bien, bienvenue Audrey. Merci. Comment tu te sens là maintenant de suite ? Écoute, contente de déposer la naissance de mon petit troisième parce que je pense pas l'avoir encore raconté. Enfin, je l'ai raconté à des copines ou des choses, mais ça fait un petit moment parce il a 2 ans et presque un mois après-demain. Donc contente. En fait, je me suis calée dans l'endroit où il est né, dans la maison. Donc ouais, hâte. Et puis une petite pointe d'appréhension aussi, de me dire, oh là là, je vais raconter ça sur le World Wide Web. Ok, est-ce que tu serais d'accord de commencer par te présenter, voilà, dire qui tu es et ce que tu aimes ? Oui, donc je suis Audrey. Et alors, ce que j'aime, ma famille. Donc, j'ai 3 enfants qui ont 7 ans, 5 ans et 2 ans, avec leur papa qui est mon mari. La mer qui est à côté de chez nous. On habite en Bretagne Sud, juste à côté de Vannes, sur le golfe du Morbihan. Le petit soleil qui réchauffe la peau à travers la vitre ce matin. Et en fait, depuis même un peu avant de tomber enceinte de ma fille aînée, donc ça fait 8 ans maintenant, je suis vraiment passionnée de physiologie, en fait, l'intelligence du corps, parce que on a eu des petits... tomber enceinte la première fois n'a pas forcément été hyper simple pour moi. Et du coup, j'ai, grâce à ça, découvert toute l'intelligence du corps et que finalement, aussi, depuis la conception, il y a plein de choses qui se passent sur des plans qui nous dépassent. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup appris. Et je suis toujours émerveillée, du coup, 8 ans après, de tout ça. Merci bien, merci beaucoup. J'aime beaucoup ces questions-là parce que ça met un peu plus d'authenticité dans ce récit, dans ces témoignages. Est-ce que, donc tu es là, attends mon chat, est-ce que tu serais d'accord de nous raconter, parce que là tu viens nous partager cette naissance à la maison, mais j'aimerais en fait que tu nous partages tout le cheminement qui fait que vous en êtes arrivé à cette aventure-là. Tu peux remonter aussi loin que tu le souhaites. Ok, il y a un peu de... Ouais, ça marche. Du coup, le début, je pense que j'ai des graines qui ont été plantées très tôt. Je pense dès mon enfance et ma jeunesse, j'avais une maman qui allait chez le médecin faire des rendez-vous et tout, mais qui questionnait déjà certaines choses. Je me souviens d'avoir une fois changé de pédiatre parce qu'elle n'était pas d'accord avec ce que le pédiatre voulait qu'on fasse. Donc,
Donc j'ai eu des graines, je pense, déjà enfant, de dire, OK, c'est pas parce que quelqu'un a une autorité médicale que ça vaut pas le coup de se demander si on est en phase avec ce que la personne propose. Et du coup, si on accélère à plusieurs années plus tard, parce que j'ai quand même la chance d'avoir un corps plutôt en santé et d'avoir eu peu à faire, enfin, peu eu besoin d'aide pour que mon corps fonctionne finalement. J'ai, je pense 26 ans, 25 ou 26 ans quand, on décide, avec mon mari, qu'on voulait, essayer d'avoir un bébé. Et j'ai quand même, à cette époque, j'ai pris la pilule avant pendant une dizaine d'années. Alors jamais, enfin on and off parce que j'ai toujours eu plein d'effets secondaires et que j'ai jamais trouvé une pilule, avec laquelle je me sentais vraiment bien. Mais voilà, j'ai eu des phases avec, sans, avec, sans. Et du coup, depuis l'adolescence, des cycles assez irréguliers qui ont fait aussi, et puis pas mal d'acné, et cetera. Ce qui a fait qu'assez tôt, on m'a proposé la pilule pour contrecarrer tous ces effets de mes cycles qui étaient pas hyper faciles, on va dire. Et donc, j'arrive à un moment où je me dis, bon, bah, du coup, la pilule, non. Et puis, bah, on va voir ce que ça donne, ces cycles qui n'ont jamais été euh, ni sans douleur, ni réguliers, ni tout ça. Et je crois que ce que quand même beaucoup de femmes vivent quand on arrête vraiment la pilule pour de bon, c'est 6 ou 7 mois d'aménorrhée, je crois. Enfin, vraiment un truc assez costaud où beaucoup d'acné, beaucoup de sautes d'humeur. Et, euh, et en même temps, de me dire, bon, en fait, mon corps, il n'a jamais réussi à vraiment caler ses cycles. Donc, ça me paraissait pas aberrant qu'il lui faille un peu de temps. Et puis, au bout de, ouais, je pense, 6 ou 7 mois, je me suis dit, bon, est-ce que quand même, je vais aller voir ma gynéco pour savoir si bah, je continue d'attendre et que voilà. Ou, en fait, je sentais qu'il y avait peut-être aussi sur d'autres plans, justement, peut-être sur le plan nutrition, mode de vie, etc., des choses peut-être à faire pour aider mon corps à se recaler un petit peu sur cette partie hormonale. Et du coup, j'ai vu, et c'est vrai que là, je vois aussi à quel point j'étais encore dans cette croyance que les médecins étaient dans une approche très holistique. Et en fait, je suis allée la voir en me disant, voilà, est-ce que niveau alimentation, mode de vie, etc., je peux faire des choses. Et à cette époque, j'avais une gynéco très, très chouette et très rigolote, assez âgée, qui m'avait dit un truc du genre, bah, vous savez, votre corps, bon, visiblement, c'est pas le fonctionnement parfait, mais on n'est pas toutes Claudia Schiffer et ça nous empêche pas d'être belle à notre manière. Donc, vos ovaires, c'est pareil, c'est pas des Claudia Schiffer des ovaires, mais ça les empêche pas d'être bien à leur manière. Et elle m'avait dit bah, de continuer à attendre et de faire confiance au processus finalement. Donc, elle était très rigolote, cette gynéco. Et malheureusement, bah, elle était en toute fin d'exercice, donc elle a fini par arrêter. Et peut-être un an après, donc encore 6 ou 7 mois après, bah, toujours pas de retour. Alors, j'étais pas sur un an d'aménorrhée pure, mais bon, j'avais des cycles peut-être de 2 mois, 3 mois, parfois rien. J'essayais de suivre un peu ma température. Et je sentais qu'il y avait des, des, des tentatives finalement, mais que c'était pas concluant. Et donc, j'avais trouvé une autre gynéco à côté de mon nouveau boulot, mais qui, elle, était du coup beaucoup plus jeune et a été beaucoup plus incisive en mode oh là là, non, mais c'est la catastrophe, ça fait un an, c'est pas normal, vous êtes jeune, vous devriez déjà être enceinte, on va faire des examens, nanana. Et je me souviens que du coup, j'avais eu un peu, enfin, j'avais été un peu ouais, touchée par une sorte de peur en mode oula, en fait. Il y a peut-être un truc. Et donc, j'avais fait des examens à l'époque, tous les examens, alors les très classiques et à la fois très,
inhumain avec le recul, examen en cas d'infertilité potentielle. Et j'étais ressortie avec un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est-à-dire, comme tous les syndromes, en fait, il y a une sorte de liste un peu grande de potentiels symptômes. Et si on coche un certain nombre de cases, on rentre dans la case de syndrome. Donc, j'avais un certain nombre des symptômes. Et du coup, je me souviens avoir été sur le moment un peu en mode ouf, ok, c'est quoi ce truc? Enfin, c'est toujours le risque faux des diagnostics, c'est que ça met dans une case et puis il y a une sorte de. Enfin, voilà, quand on regarde au premier niveau, c'est oh là là, gros problème très difficile de tomber enceinte naturellement, problème après de poids, plein de problèmes potentiels. Et en même temps, je pense que c'était très bien que ce diagnostic entre guillemets soit posé à ce moment-là parce que ça m'a donné une piste pour justement aller chercher dans des choses un peu plus alternatives, notamment sur la nutrition, du coup comprendre que les ovaires polykystiques en général, c'est aussi lié potentiellement à une forme de résistance à l'insuline. Et en médecine chinoise, ils parlent aussi du foie qui peut être un petit peu en difficulté. Et donc, j'ai eu d'un côté la gynéco qui voulait lancer tout de suite une PMA. Et c'est vrai que moi, j'étais en mode. À l'époque, j'avais 27 ans peut-être. Et j'ai dit non, je suis encore un peu jeune. On verra si dans 15 ans, j'ai pas eu de bébé, on en reparle. Mais pour le moment, c'est un peu tôt dans le processus. Donc, il y avait cette gynéco qui voulait assez rapidement avancer sur de la médicalisation de la conception. Et du coup, moi qui cherchais en parallèle de me dire, en fait, ce déséquilibre-là spécifique, il a peut-être des façons d'être adressé autrement que par une stimulation ovarienne qui, de toute façon, n'adresse pas, c'est toujours le truc que je trouve, c'est qu'on n'adresse pas la racine. On vient essayer de masquer le dysfonctionnement, entre guillemets, mais en fait, la cause racine, à aucun moment on se demande pourquoi le corps exprime cela. Donc voilà, du coup, je me suis pas mal renseignée sur les ovaires polykystiques, en naturopathie, en médecine chinoise, et j'ai été du coup entourée d'une très chouette naturopathe, et travaillé justement sur cette histoire de résistance à l'insuline. J'ai travaillé par rapport au sucre, par rapport aux protéines, un peu revu ma façon de manger, ma façon de aussi bouger mon corps, parce que je faisais vraiment beaucoup de sport, mais du coup parfois sans respecter la fatigue ou des choses comme ça. Et du coup, je pense 4 ou 5 mois après avoir eu ce diagnostic et commencé à chercher d'autres solutions à ce déséquilibre hormonal, je suis tombée enceinte de ma fille, naturellement, sans passer par la case ni insémination, ni FIV. Et du coup, je pense que cet épisode, finalement, de comprendre que mon corps essayait de manifester des choses et exprimer des choses via des symptômes, et que du coup, il y avait quand même une intelligence dans ce dysfonctionnement, entre guillemets, plus l'attitude qu'a pu avoir le personnel médical, que ce soit la nouvelle gynéco, mais aussi tous les gens que j'ai vus pendant les nombreux examens que j'ai faits. Ça a vraiment, je pense, construit la scène de la suite, à savoir ne pas vouloir d'une grossesse et d'un enfantement médicalisé. Parce qu'en fait, ça m'a montré que quand que justement, il n'y a pas cette confiance que le corps exprime quelque chose et il y a quelque chose à comprendre et potentiellement à faire évoluer aussi dans le mode de vie, etc. C'est en mode, le corps exprime quelque chose et on essaie de le faire taire d'une manière ou d'une autre, de manière en plus un peu médicamentalement agressive, quoi, parce que c'est quand même des protocoles hyper lourds et sans prendre en compte le contexte. Enfin voilà, pareil, je me souviens m'être toujours dit, mais si on propose une FIV à une femme de 27 ans, quoi, enfin, je veux dire, c'est ouf.
Genre, j'étais loin d'être désespérée de jamais avoir d'enfant, quoi. Et bon, voilà. Et du coup, quand je vois que 8 ans plus tard, j'ai eu 3 enfants conçus complètement naturellement. Et petit scoop, je suis enceinte du 4e. Alors d'ici à ce que ça sorte, la grossesse sera bien avancée, mais voilà, je suis à 2 mois de grossesse là. Et du coup, je me dis d'ailleurs, avec mon mari, parfois on fait la blague qu'on devrait envoyer un petit faire-part de la famille à cette fameuse gynéco qui m'avait quand même dit une fois en consultation, jamais vous n'aurez d'enfant naturellement, madame. Ce n'est pas possible de concevoir naturellement avec votre situation. Lui envoyer un petit, eh ben finalement, c'est arrivé 4 fois. C'est quand même fou cette histoire. Bref. Donc voilà, du coup, c'est vrai que ce truc a vraiment... Et en plus, de manière assez suivie dans le temps, donc du coup, je tombe enceinte de ma fille aînée. On était heureux, enfin, j'étais vraiment ravie. Et j'avais déjà en tête cette idée de quelque chose de physio. En tout cas, j'avais un problème avec la péri. À l'époque, c'était plus sur justement mon aspect un peu sportif, où je disais, mais en fait, quand je cours mes semi-marathons, je sais que je vais avoir mal aux cuisses, mais je m'anesthésie pas les cuisses. Enfin, ça n'a pas de sens. Comment je ferais pour courir mon marathon si je sentais pas où j'en suis dans mes jambes? Je vois pas comment je vais faire naître mon bébé si le périnée, qui est quand même, enfin, si les muscles qui viennent permettre que le bébé naisse sont anesthésiés. Donc j'avais un peu cette espèce de truc dans ma tête d'analogie entre ma pratique sportive qui parfois est quand même intense. Enfin voilà, on peut avoir mal aux muscles quand même au bout d'un moment, et le fait de donner naissance. Et du coup, j'avais cherché une maternité qui était connue, favorable aux accouchements physio. À l'époque, j'étais à Paris. Et je me souviens que j'avais eu le rendez-vous de l'inscription donc à 3 mois ou 3 mois et demi de grossesse. Et donc ça, c'était le truc qui avait fini d'achever ma décision. Où, en fait, j'étais encore à me dire, je peux dans une maternité physio faire sans péri et faire physio, justement. Et la sage-femme avait été hyper infantilisante. Donc justement, par rapport à ce sujet des ovaires polykystiques, en gros, elle avait commencé à créer mon dossier. Et elle a dit, du coup, vous avez commencé à essayer de tomber enceinte quand, etc. Et donc, ça faisait 1 an et demi en tout. Et là, elle me dit, ah, mais c'est pas normal, à votre âge, 1 an et demi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais nanana. Et du coup, je lui dis, j'ai eu ce petit diagnostic-là. Après, j'ai fait attention à mon mode de vie, machin et tout. Et là, elle a commencé à me dire, ah, mais vous pouvez pas arriver sans tous les papiers de diagnostic et sans tous les examens et sans machin et sans truc. Je dis, mais finalement, je suis tombée quand même enceinte naturellement. Et du coup, maintenant que je suis enceinte, c'est plus un sujet, ce diagnostic, non? Et elle avait commencé à me dire, ah mais non, parce qu'en fait, il se peut que votre ovule soit vraiment de mauvaise qualité du fait du machin. Enfin bref, elle avait commencé à et vraiment à être hyper désagréable. Et je me souviens que j'étais sortie de ce rendez-vous, on était allé avec mon mari, je l'avais regardé, je lui ai dit, non mais attends, mais c'est pas possible de donner naissance dans un endroit. C'est quoi ce beans? Genre, parce que j'ai eu une maladie il y a 10 ans, je suis condamnée toute ma vie, enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, après ça, je me souviens que je m'étais un peu assise face au truc en me disant, ok, du coup, je fais quoi? Parce que je ne vais pas dans un endroit comme ça. Après, j'en avais parlé avec d'autres copines qui m'avaient dit, tu sais, c'est quand même une des matères les plus physio de France, donc si eux, ça ne te va pas, bon courage, cocotte, quoi. Et du coup, j'étais là, bon, ok. Et là, toujours dans ces situations, je trouve qu'il y a beaucoup de chance. J'ai une copine, en fait, qui avait eu son bébé peut-être, du coup, je pense 6 mois avant que je tombe enceinte, et qui avait été avec une sage-femme libérale qui fait des accouchements à domicile et des accompagnements globaux. Et elle m'avait dit, mais tu sais, cette sage-femme, elle est super chouette, prends rendez-vous avec elle, etc. Et donc, j'avais appelé le secrétariat pour prendre rendez-vous. Et j'avais rencontré cette femme. Et à l'époque, en fait, je savais même pas que l'AAD existait, un accouchement à domicile. Mon projet, c'était vraiment d'accoucher sans péri et d'être tranquille, qu'on ne me touche pas, quoi. Et du coup, j'avais rencontré cette femme et on avait discuté. Elle m'avait demandé pourquoi je voulais accoucher sans péri, qu'est-ce qui était important pour moi et tout. Et du coup, on était parti sur un plateau technique. Donc, pareil, je connaissais pas, mais elle m'avait expliqué, voilà, vu ce que vous décrivez, on peut faire un plateau technique. Donc, le plateau technique, c'est
elle loue des salles de naissance dans des maternités. Mais par contre, on a affaire que à elle. Et du coup, on gère sans avoir affaire en fait au personnel de la clinique. Et donc c'est comme ça que pour ma fille aînée, j'ai donné naissance en plateau technique. Et ça a été tellement chouette, simple, évident et finalement contraignant d'être à la maternité. Enfin, j'aimais pas être chez moi, pas avoir ma salle de bain, être contraint de plier le lit de mon mari le matin parce qu'il faut que les gens circulent, avoir quand même parfois des visites en journée des gens parce qu'ils oublient que on est la patiente de telle sage-femme et du coup ils toquent quand même à la porte et ils réveillent au moment où c'est enfin endormi avec son nouveau-né. Que du coup, quand je suis tombée enceinte de ma deuxième, 2 ans plus tard, enfin, ma grande avait 16 mois plus tard, et que je suis allée voir cette même sage-femme, ça s'était très bien passé. On a tout de suite dit, elle me dit, bon, du coup, là, je suppose que c'est à la maison cette fois-ci. Et j'ai dit, oui, non, je ne veux pas retourner à la maternité. Avec en plus le fait que je trouvais, pour la deuxième, j'avais pas envie de me séparer de ma grande. Donc ça rajoutait le fait que j'étais là en mode non. Déjà, j'ai pas aimé être à la maternité. Et finalement, ça servait à rien parce que je pense que comme je savais pas à quoi m'attendre d'une naissance et que mais en fait, je me suis rendu compte que ça servait strictement à rien d'y être, à part à se contraindre de se déplacer, de pas de chez soi, enfin voilà. Et là, pour le deuxième enfantement, il y avait vraiment ce truc de j'ai pas envie de pas être chez moi et j'ai pas envie que mon bébé qui va devenir grande sœur, parce qu'elle était quand même pas très grande, du coup elle avait à peine 2 ans quand elle est devenue grande sœur, vive non seulement le fait d'être grande sœur, mais en plus la séparation de maman qui part à la mater pour donner naissance. Et puis qu'on aille donner naissance dans un endroit tiers, alors qu'en fait j'avais bien vu que c'était quand même très naturel et que j'avais pas envie non plus que ma fille ait l'image que c'est un truc qu'on va faire ailleurs. Et enfin voilà, on peut donner naissance à la maison, c'est très bien. Donc voilà comment pour ma deuxième, c'était devenu le plateau technique a évolué vers un AAD. Et, et du coup, un peu plus loin, donc quand ma deuxième avait 2 ans et quelques, je suis tombée enceinte de mon troisième. Pour le coup, on avait déménagé en Bretagne avant ça. Et quand je découvre que je suis enceinte, je me dis ok, c'est plus tout à fait la même offre-demande en termes de sage-femme à AD que sur Paris. Et il y avait cette question de est-ce que je veux vraiment. Je sentais que même, de la même manière que la mater était un peu accessoire, voire un peu contraignante pour mon premier, le côté d'avoir une sage-femme était un peu accessoire et parfois un peu contraignant pour ma deuxième. Et du coup, pour le troisième, j'étais un peu en mode bon, je sais pas trop ce que je veux faire. Et il se trouve que la sage-femme qui m'a suivie pour mes 2 premières grossesses était devenue une amie. Et donc, on avait discuté. Je lui ai dit, ah, voilà, j'attends le troisième et tout. Et la due date était, ma date de terme était pour décembre. Et elle m'a dit, ah, si tu veux, moi, je vais passer tes vacances en Bretagne. Donc, en fait, si tu accouches à terme, moi, je me débrouille. Je prends mes vacances à peu près autour de ta date de terme. Après, si tu accouches avant, tu accouches avant. Mais si je suis là, quoi. Donc, du coup, c'était un peu parti là-dessus, en mode, bon, ok, elle sera là si elle est là. Et puis, si elle n'est pas là, elle n'est pas là. On verra bien. En sachant qu'après, pour mes 2 grandes, j'avais à chaque fois, le travail s'était lancé à 2-3 jours du terme, 40 plus 5, 40 plus 6. Donc, en se disant qu'elle arrivait un peu vers la date de terme, sauf si c'était différent, mais il y avait des chances pour qu'elle soit là. Donc, du coup, j'ai fait un suivi de grossesse un peu on and off. J'allais encore un peu à Paris pour le boulot à l'époque, donc je la voyais de temps en temps. Plus pour des séances, en fait, en préparation à la naissance, elle fait de la fasciathérapie. Donc, on se voyait plus pour des séances de fasciathérapie. Et puis après, sur la fin de la grossesse, où je me déplaçais plus trop en train, et je voyais pas, je voyais personne parce que je me sentais bien.
Et, euh, et voilà. Et puis, j'avais quand même rencontré une doula sur mon nouveau coin qui était là potentiellement pour des ANA, en me disant bah, peut-être que si la sage-femme n'est pas dans le coin et que je me mets en travail avant, bah, j'ai quand même cette femme, même juste pour venir aider avec les grandes ou enfin voilà, avoir quelqu'un en couche de support et en ressources pour être avec nous. Et puis bah, après, as usual, mon bébé aime bien rester au chaud jusqu'au bout. Donc mon terme, c'était le 17 décembre et le 12-13 décembre, RAS quoi. Enfin ouais, non, 10-11 décembre, RAS. Du coup, la sage-femme me dit, moi j'arrive le 12 en fin de journée. Donc bah, 5 jours avant le terme. Et je lui dis, bah ok, de toute façon, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc, pas de sujet. Et puis arrive donc le 11 au soir, première fois où j'ai des contractions. Donc en fait, je vais me coucher et je sens vraiment voilà, ces contractions très douces de sentir vraiment le ventre qui vient cette sensation vraiment qui part du bas avec tout le muscle de l'utérus qui vient commencer un peu à se mobiliser. Bon, assez fort pour que même dans mon sommeil, ça me micro-réveille et je le sente, mais voilà, de me dire, ok, c'est un début de sensation, mais bon, on est quand même très, très, très tôt et très, très, très doux encore. Mais du coup, ça fait ça un peu toute la nuit du dimanche au lundi, où je me dis, bon, bah, ok, on verra. Et puis, lundi matin, RAS, je me lève, je pense que vers 3-4 heures du mat, ça s'est arrêté. Puis je me lève et toujours rien, je me sentais plutôt bien et tout. Donc je me dis, bon, ok, je pars à mon cours de yoga prénatal en me disant, bah, si ça peut aider à ce que ça se lance un peu plus, très bien. Mais, euh, mais non, rien ne se passe. La sage-femme arrive le lundi soir. Toujours pas grand-chose. Et je me souviens très drôle, le lundi soir, coupure d'électricité dans la maison. En fait, il faisait froid un peu comme là en ce moment, la nuit. Et c'est vrai que comme c'est rare, on a des systèmes électriques de chauffage à la maison. Et je sais plus, je crois que j'allume la bouilloire en plus d'un truc. Enfin, c'est l'appareil électrique de trop. Et genre là, ça pète. Il était, je sais pas, 20h, 21h le soir. Et mon mari va voir au niveau du compteur électrique et tout. Et en fait, non. Donc, on doit appeler EDF qui disent, bah, on passe à 8h demain, quoi. Et donc là, j'étais en mode, bon, bah, du coup, ce sera pas pour ce soir parce que c'est hors de question. Il n'y a pas l'eau chaude pour la piscine, il n'y a pas le chauffage dans la maison. Donc voilà. Et du coup, c'est drôle parce que zéro contraction cette nuit-là. Enfin, vraiment, il y avait ce truc en fait dans ma tête, c'était là aussi. Du coup, mon corps était en mode, bah ok, non, ça n'a pas lieu. Et du coup, ils arrivent le mardi matin, ils remettent l'électricité et tout. Ils expliquent que, bah, en fait, on a dépassé la capacité de notre contrat. Ce qui arrive quand il fait froid de manière un petit peu inhabituelle. Enfin, voilà. Et puis, je continue mon mardi tranquille, toujours RAS, bon. Et le mardi soir, des petites contractions où je me dis: «Ah tiens, des petites choses», mais bon, pareil, rien de très, enfin, je trouve que c'est un truc avec l'expérience d'avoir déjà donné naissance, tu sens la différence entre les contractions, plus d'embarcation et les contractions qui commencent à être, des contractions de travail. Donc là, voilà, je sentais que c'était de l'embarcation, que peut-être mon bébé avait besoin un petit peu de bouger. Qu'il était peut-être pas complètement aligné, tu vois, que sa tête était peut-être pas. Donc voilà, du coup, je laisse faire. Le mercredi matin, je laisse faire. J'essaie de faire des siestes. Mon mari monte la piscine. Il y a les filles qui commencent à jouer comme des folles parce que toujours une piscine de naissance pour des enfants de 5 et 3 ans, c'est genre le truc ultime. Et puis, je commence un peu à sentir cet agacement de, ok, bon, cette embarcation, elle est bien mignonne, mais en fait, quand est-ce que ça commence un peu sérieusement, quoi. Et du coup, je dis à mon mari, bon, peut-être que ça serait bien qu'on aille marcher
je sens que, enfin, il y a un truc un peu dans mon corps qui a peut-être besoin de bouger. Et du coup, on laisse mes 2 filles à la sage-femme, qui du coup logeait à la maison, et puis on part faire une balade avec mon mari. Et là, en allant se balader, je sens que la texture des sensations change un petit peu. En mode, ok, là, le fait de marcher, ça fait du bien, dans le sens, ça débloque un peu un truc. Donc on revient de la balade, fin d'après-midi, de 18h ou 18h30. Les filles ont passé le meilleur moment de leur vie parce que la sage-femme leur a laissé faire des trucs complètement interdits d'habitude à la maison. Donc elles sont trop contentes. Et, euh, et du coup, soirée, enfin, tu sais, un peu habituelle, genre le bain des enfants. Et puis je dis, bon, bah moi je vais faire à manger et tout. Et il y a la sage-femme qui me dit, ouais, moi je ferais bien un petit cours de yoga, machin. Et donc je l'inscris au cours de yoga studio à côté de chez moi, un yin sonore très chouette. Je dis, ah ouais, trop bonne idée, vas-y, machin, etc. Et puis là, en préparant à manger, tout d'un coup, je sens une contraction où je suis obligée vraiment de m'agripper à l'îlot et de m'accroupir et de faire une sorte de comme ça un peu bestiale. Et du coup, je me dis, ah, celle-là, c'est vraiment d'une autre texture. Et du coup, ma fille, une de mes filles, d'ailleurs la grande qui m'avait déjà, c'était très drôle, à la naissance de deuxième, elle venait déjà me voir sur le ballon me disant, maman, j'ai les contractions, parce que bon, elle avait 2 ans, donc elle parlait comme elle pouvait, mais c'était très drôle. Où là, elle me voit, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, ah, maman, le bébé, il va naître. Les enfants sont quand même géniaux pour ces trucs-là. Et je lui dis, non, non, mais c'est bon, donc je continue à préparer à manger. Les sensations commencent quand même à être... en tout cas, me demande de me retirer un peu de l'espace social de la famille et de me concentrer dessus. Et bon, voilà, je sers le dîner, machin. Et puis la sage-femme me voit et me dit non, mais Audrey, je peux aussi annuler mon cours de yoga. Et je lui dis non, mais c'est bon, t'inquiète, vas-y. De toute façon, là, on va dîner. Et puis après, il faut le temps que Yann couche les filles. Et puis bon, en fait, j'avais aussi un peu ce truc de. En fait, j'ai eu des contractions une nuit, 2 nuits. Enfin, il y en a peut-être encore un petit peu pour longtemps, quoi. J'en sais rien, mais voilà. Donc je lui dis vas-y, on dîne avec les enfants et tout. Et puis mon mari me dit bon moi je vais aller coucher les filles, donc je leur fais un gros câlin, etc. Et puis je dis à mon mari ouais, et pendant ce temps moi je vais quand même chauffer, je vais remplir la piscine parce qu'on avait monté la piscine mais on l'avait pas remplie. Et donc à l'époque la salle de bain de l'étage était en travaux, donc il y avait le câble, mais on avait la piscine là dans la chambre et le truc, et je me souviens de passer 3 plombes à régler l'eau, la température de l'eau. Parce qu'en fait, je venais mettre un doigt dans la piscine et j'étais non, là c'est trop chaud. Puis j'allais jusqu'à la salle de bain, mais genre les 10 mètres qui séparent de la salle de bain, il y avait une contraction, donc je m'accrochais à la rambarde de l'escalier. Et puis j'arrivais et je disais ah mince, c'était trop chaud ou trop froid. Et puis je revenais en arrière en mode je sais plus. Et puis là, à un moment, mon mari qui sort de la chambre avec les enfants parce qu'il me voyait faire derrière toi, il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je sais plus quelle est la température de l'eau. Il me dit alors, la sage-femme là, elle a pas commencé son cours de yoga. Tu ne crois pas que tu la rappelles pour lui demander de revenir? Je dis mais non, c'est bon, son cours il dure 1 heure. Enfin bref. Et donc du coup, je finis par arriver à régler la température de l'eau. Je sais même pas comment, mais j'y arrive. Mon mari endort les filles. Il me rejoint et il me dit bon, ça va comment et tout. Je lui dis non mais là, je crois que j'ai besoin d'aller dans la baignoire quand même. Donc du coup, je me mets dans la baignoire et j'avais une petite playlist hyper sympa et tout. Et là, pour le coup, voilà, les sensations étaient vraiment lancées et c'était du travail actif. Et en même temps, c'est marrant parce que sur cette naissance-là, j'ai jamais eu des contractions vraiment régulières. Tu vois, il y avait des fois, c'était 2 minutes entre 2 sensations et parfois c'était 15 minutes. Et du coup, je me souviens d'avoir vraiment cette sensation pendant que la baignoire se remplissait, que mon mari était avec les filles et tout, de me dire mais c'est pas régulier, quoi. Est-ce que... Et en même temps, chaque sensation, je sentais que c'était vraiment des contractions de travail, mais comme elles étaient hyper irrégulières, je me disais, mais enfin, c'est peut-être pas pour maintenant.
Et puis, dans mon corps, il y avait un truc qui disait, bah si, quand même, ton bébé est en route, quoi. Tu vois? Il y avait cette espèce de truc de, ouais, mais en fait, mes 2 dernières naissances, quand même, à un moment, c'était toutes les 2 minutes, quoi, tu vois? Et il y a aussi ce truc que j'ai trouvé rigolo pour ma deuxième et ma troisième naissance. Et je me dis, ça va sûrement jouer un peu là pour la quatrième, mais certaines attentes par rapport à comment ça s'est passé les fois précédentes, tu vois? De me dire, ok, bah il y avait un moment où il se passe ça, et donc finalement, il n'y a jamais eu de moment où les contractions sont devenues régulières, entre guillemets. Euh, Et donc, du coup, je vais dans la piscine et toujours ces contractions qui, quand elles viennent, sont vraiment là. Mais parfois, ouais, j'ai 10-15 minutes de pause où vraiment je suis en mode tranquille, posée et tout. Et sur cet enfantement aussi, j'ai vraiment senti mon col s'ouvrir. Je sentais qu'à la contraction, il y avait vraiment cet effet d'étirement qui venait ouvrir le col. Et puis, je me souviens à un moment regarder l'heure et me dire, mais alors 21h15, là, ça fait quand même une demi-heure que la sage-femme elle a fini son cours de yoga. Pourquoi elle n'est pas rentrée? C'est quoi ce bide? Et puis mon mari de dire, bah, je pense qu'elle va pas tarder et tout. Et puis je me souviens d'une sensation, vraiment là, j'ai senti en mode que la tête de mon bébé, elle était plus coincée par le col, quoi. Un truc du genre, ça y est, je suis à dilatation complète. Et c'était pas comme ça mentalement, mais vraiment une sensation de OK. Et en même temps, toujours ces contractions pas régulières, de me dire, mais du coup, ça va se passer comment pour la pousser? Ce mélange de, je sais que ça avance et mentalement, il y a des trucs qui sont pas cohérents. Ou en tout cas, je raccroche pas tous les wagons. Et puis du coup, une phase vraiment hyper après ce moment-là, où en plus, cette fois-ci, parce que bon, les fois d'avant, pour ma première, j'avais appelé la sage-femme qui, à ce moment-là, était pas à la mater en lui disant non, mais il faut que tu viennes, je veux la péri, machin, etc. Et pour ma deuxième, au moment de désespérance, j'avais dit à mon mari, très sérieuse, j'avais regardé droit dans les yeux, j'avais dit, tu vas chercher notre fille là-haut, la valise, et puis on va dans la voiture, et il me faut la péri. Du coup, je me souviens que mon mari avait regardé la sage-femme en mode vraiment perdu. En mode, mais je fais ce qu'elle me dit là ou on fait quoi? Et la sage-femme a eu un petit sourire en coin en mode t'inquiète, c'est bon. Et puis voilà, 2 minutes après, je poussais. Et là, j'ai pas du tout eu ce truc de je fuis et je veux aller prendre la péri et tout, mais j'ai regardé mon mari et du coup, on n'était que tous les deux. Et j'ai commencé à me lever de la baignoire et j'ai dit non, mais non, je le fais pas là, je veux pas. Je veux pas donner naissance. Et du coup, je me sens qu'il m'a regardé, il m'a dit là, t'as l'air quand même parti pour aller au bout. Enfin, je suis pas sûre que tu puisses t'en dédouaner maintenant, mais ok. Et du coup, vraiment, ce truc de non, 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 mais non, je veux pas en fait, stop, c'est bon, on arrête. On fait ça sans moi si vous voulez, débrouillez-vous. Et, euh, et du coup, après ce moment vraiment posé et tout, et puis 21h29, la porte de la maison ouvre et mon mari qui se lève discrètement et qui descend et tout, et puis j'entends des petits en bas. Et du coup, la sage-femme monte et me dit alors, Audrey, t'en es où et tout. Je dis ouais, c'est trop bizarre, j'ai des contractions pas du tout régulières, mais voilà, j'ai l'impression que le col est ouvert, j'ai l'impression que voilà, elle me dit ouais, bah j'ai l'impression, enfin en tout cas, ça a l'air d'aller bien. Et du coup, elle se lève, elle me dit bon bah je vais aller chercher mes gants et ma petite valise. Et puis au moment où elle se lève et ben là, bim, contraction poussée, enfin ça se met à pousser tout seul et elle me dit ah non mais je vais aller chercher rien du tout, ça pousse là. Et je dis évidemment sur le moment rien et en mode à la fin de la contraction bah, ça pousse. Non, d'ailleurs, sur le moment, je lui dis oh là là, ça pousse. Et en fait, mon fils descend, mais vraiment comme une fusée. En mode, j'ai senti qu'en fait, il aurait pu naître en une contraction. Et du coup, je me souviens de dire non, mais ça va trop vite, ça va trop vite. Et la sage-femme me dit bah, demande-lui d'aller moins vite. Et je me souviens de dire non, mais s'il te plaît, genre, j'ai besoin d'une pause. Et là, boum, la contraction s'arrête et mon fils s'arrête. Et du coup, je fais
OK, mais c'était vraiment une contraction de poussée là déjà, genre et elle me dit: «Oui, bah, après c'est un troisième, hein, ça peut aller vite» et j'étais là: «Oui, d'accord, ça peut aller vite». En fait, j'ai des vraies contractions depuis genre 1 heure et elles sont pas régulières, quoi. Donc c'est même pas aller vite mon histoire et elle me dit: «Bah, chaque naissance, chaque bébé, chaque» donc du coup, j'étais là: «OK, bon, très bien, ça va aller vite cette histoire» et et du coup, la sage-femme me dit: «Bah, c'est super, elle est arrivée dans la maison il y a 3 minutes, donc c'est super et cetera» et puis, du coup, bah, une vraie pause, c'était l'avantage de ces contractions entre guillemets «irrégulières», c'est que j'ai quand même mis 2-3 minutes et puis là, ça recommence à pousser et du coup, très rapidement, je sens, que la tête naît et là, ce truc hyper bizarre de: «Mais la tête est née ou elle est pas née?» parce qu'en fait, c'était pas du tout une sensation habituelle et là, je regarde et en fait, il était dans sa poche. Et du coup, c'était pas un placenta et pas une tête. Je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment cette sensation entre les 2 de beaucoup plus de densité qu'un placenta qui est tout mou quand, il sort, mais beaucoup moins de densité qu'une tête osseuse sans poche, quoi. Et du coup, je me souviens de me dire: «Oh, mais là, du coup, on fait comment? Il est dans sa poche!» et et du coup, ce moment, hyper en mode, «Oh la tête est sortie, il est dans sa poche, c'est trop beau» et hyper suspendu, en mode: «Oh là là, c'est fou», machin et tout. Et puis, et puis la sage-femme qui me dit: «Bah, de toute façon, la prochaine contraction viendra quand elle veut» et là, elle ouvre la poche en me disant: «Il est en train de comme de déglutir, donc je vais quand même ouvrir la poche» et du coup, on reste comme ça, en mode, «OK, trop bien». Et ah oui, et le truc, c'est donc il naît avec, sa tête dans la poche et du coup, sa main comme ça. Elle me dit: «Bah, c'est normal en fait avec la poche, il a de la place quoi. Enfin, il est un peu dans sa bulle et donc du coup, il a la main comme ça» et j'étais là: «Mmh, ouais, est-ce que c'est une bonne idée pour mon périnée cette histoire?» Et elle me dit: «Bah, après il est comme ça, il est comme ça». Donc du coup, moi j'essaye, tu sais, de lui pousser sa petite main, lui dire: «Bon, tu veux pas ranger ta main le long de ton corps et tout?» Pas moyen. J'ai dit: «Bon, OK, laisse tomber, c'est pas grave». Et du coup, bah, je sais plus combien de temps après, poussée suivante, mais un peu longtemps quand même, un peu longtemps. Bah, à l'image de ces contractions jamais très rapprochées, quoi. Enfin, je pense qu'il y a bien eu 10 minutes entre la poussée où il a sorti la tête et le corps. Et puis, bah, voilà, le poussée d'après, le corps sort. Heu, Mon petit bébé trop beau, comme d'hab, toujours trop beau, tout paisible, tout tranquille. Du coup, qui prend un peu plus de temps, je pense que mes filles a transitionné et ouais, qui prend son temps pour, respirer, et en même temps, je me souviens de cette atmosphère hyper, calme et détendue et que juste il est sur moi et que je sens qu'il va bien et que, et voilà, qu'il prend son temps et et ouais, vraiment un peu plus longtemps que d'habitude. Peut-être la sage-femme à un moment qui me dit: «Ouais, quand même, est-ce que tu veux pas lui frotter le dos et tout?» Je lui dis: «Non, non, il va bien» et bon, l'avantage, c'est comme du coup, c'était la troisième fois que j'étais avec elle et qu'en plus elle était venue, limite en tant qu'amie plus que de sage-femme, du coup, elle me proposait des trucs, mais en fait, à aucun moment quand je disais non, c'était un sujet. Du coup, voilà, après moi, je sens qu'on commence à avoir un petit peu froid, donc on sort de la baignoire. On s'installe sur le lit juste à côté, et voilà, trop bien, il est là, il est encore bon, le placenta et heu et puis, et puis on profite à fond et après, bah, voilà, la partie que moi je trouve toujours un peu plus compliquée, avec une sage-femme, même une sage-femme qui est très physio et très open, qui commence à dire: «Oui, il faudrait quand même pour le placenta, machin, que tu te mettes peut-être accroupie, que machin» et en mode: «Bah non, je suis bien allongée avec mon bébé, j'ai pas envie» et et bon, après voilà, eu la chance que ce soit du coup une femme que je connaissais beaucoup, qui était chez moi, dans un cadre un peu différent et qui du coup, même si je pense par moments
j'ai senti pouvait être un peu stressé sur certains trucs, n'a quand même rien fait et n'a pas partagé sa peur de manière apeurante pour nous, on va dire. Mais voilà, après, mon placenta, de toute façon, c'était déjà le cas pour pour mes 2 premiers enfantements. Ça prend son temps, 45 minutes, 1 heure. Et en même temps, je me sens toujours très bien et mon bébé est super et je les mets à côté du sein et s'ils veulent prendre, ils prennent. Enfin, de toute façon, ils se rapprochent par eux-mêmes et voilà, tout bien. Et la sage-femme me dit: «Est-ce que tu veux que je regarde, du fait de la main, ton périnée et cetera?» Donc je lui dis: «Ouais, je veux bien». Elle me dit: «Bah, en fait, tu as quand même une petite déchirure. Est-ce que je te suture ou pas?» Je lui dis: «Oh là là, non, surtout pas». Et du coup, elle me dit: «Bon, d'accord, donc on mettra du placenta, pour aider à la cicatrisation, mais on laisse tranquille». Et voilà, du coup, on était là, c'était du coup, la tête est sortie vers 21h30, je pense, 5 minutes après que la sage-femme soit rentrée dans la maison. Et puis on part tranquille pour notre soirée. Le lendemain matin, les filles se lèvent, leur papa leur dit qu'elles ont eu un petit frère qui est arrivé et donc elles arrivent trop contentes de rencontrer leur petit frère, à le voir tout petit, tout mignon, à s'approcher de lui, à dire: «Est-ce qu'on peut lui faire un petit câlin?» Toujours, je trouve ça magnifique le moment de rencontre, le moment de rencontre de la fratrie, c'est vraiment un truc de fou, à chaque fois. Et voilà, et du coup un postpartum tout doux, parce que j'ai trouvé ça limite beaucoup plus simple, au troisième. Je me sentais beaucoup moins débordée, beaucoup moins après, aussi mon fils du coup était hyper, tranquille, zen. Après il y a plein d'histoires que les bébés coiffés sont des bébés, très calmes. Je ne sais pas si c'est vrai en absolu, mais nous, c'est vrai dans le sens où lui, c'est un bébé vraiment, hyper, hyper tranquille. Heu, Puis on habite dans une région où il y a quand même plein de professionnels aussi qui sont très sympas. On a pu aller voir une médecin, pour, le J8 qui était pas du tout jugeante, pas du tout, ça s'est très bien passé. On a limite eu un peu plus de «sujets» entre guillemets avec le fait qu'une sage-femme immatriculée à Paris fasse des choses, entre guillemets, comme le Guthrie par exemple, en Bretagne, où, ils voulaient limite qu'on le refasse avec une sage-femme de la région et tout, donc ça on a pu, naviguer ce truc-là. Mais c'était vraiment super, on a pu après, quelques mois après, planter le placenta dans le jardin juste, devant la chambre de là où il est né, et toujours avec les enfants tellement, je me souviens ma grande, qui me dit: «Bah, on prend le temps de faire un rituel et tout», et qui me dit, «Mais maman, du coup, pourquoi un placenta ça se plante?» J'ai envie de lui dire, «Bah, ça se plante». Après c'est des choix qu'on fait, chacun, et moi j'ai décidé de le planter, pour le rendre à la terre et pour, honorer, et elle me dit: «Ah oui, mais comme ça la terre après elle peut donner des placentas pour d'autres bébés, pour d'autres mamans». Et du coup je me suis dit: «En fait les enfants ils comprennent quand même tout sans qu'on ait besoin de leur expliquer grand chose». Donc voilà, c'était hyper doux, c'était hyper, rapide aussi quand même. Il y a eu cette phase d'embarcation, mais c'est vrai que la phase de travail actif était hyper rapide. Et puis ce que j'ai trouvé vraiment génial, et pour le coup pour chacun de mes enfantements, c'est qu'il y a toujours des choses, qui viennent un peu surprendre. En tout cas, il y a pas de règles et il y a pas de constante. Chaque enfantement est un peu différent, chaque bébé arrive à sa manière et puis chaque bébé arrive d'une manière qui correspond aussi à son tempérament. Justement, ce côté, il est arrivé vite, mais dans sa poche, et puis, quand j'avais envoyé la sage-femme finalement au loin
parce que finalement, c'était déjà cette grossesse où j'avais hésité en fait entre être suivie ou pas, et que du coup, bah, on a fait quasiment tout le travail sans elle, quoi, finalement, et de voir du coup ce reflet de où on en est en tant que couple et que famille aussi dans la façon dont nos bébés arrivent. J'ai trouvé ça super chouette. Et, et voilà. Et du coup, c'était le chemin. Enfin là, pour notre quatrième, pour le coup, on fera un nana parce que bah voilà, je pense que c'était aussi à chaque naissance, ça m'a permis de voir et de comprendre à quel point finalement c'est bien d'avoir des couches de support et des gens pour nous guider, mais que dans le fond, à chaque fois, c'est moi qui ai su et senti ce qui était bien et ce qui était juste pour moi. Et, euh, et finalement, je pense que ce que chaque naissance m'a amené, c'est la confiance que ce ressenti est juste et que bah, justement, mon corps, il sait très bien ce qu'il fait. Mon bébé sait aussi très bien ce qu'il fait. Et, euh, et que du coup, je peux le faire. Je peux vraiment choisir mes conditions et ma façon de donner naissance en toute souveraineté. Ben voilà, j'ai voyagé. Ah là là, merci beaucoup. Avec plaisir. Ah, comment tu te sens, toi, là, maintenant? Bah, trop bien, je suis trop contente. Bah, pareil, j'ai l'impression tu sais, quand on raconte, j'ai l'impression d'avoir revoyagé à ce moment-là Enfin, tu sais, c'est comme si l'espace-temps était complètement malléable et que tu pouvais te déplacer et d'avoir l'impression d'avoir vraiment re-été à ce moment-là, il y a 2 ans, et ouais, de recontacter vraiment l'état aussi d'être. Et trop cool. Enfin, j'adore. Je trouve que la façon de fonctionner justement du corps et du cerveau, de tisser ces moments d'enfantement est vraiment magique. Parce que c'est comme si on avait vraiment cette fenêtre toujours accessible à une mémoire complètement intacte du truc, malgré les années qui passent. Et du coup, j'ai trop hâte d'accoucher encore. Hâte de ce quatrième voyage qui va me réserver, je suis sûre, ses propres surprises et spécificités et de voir ce que ça va être une quatrième fois. Bon, après, une cinquième, une sixième, une septième. Si après, il n'y avait pas la vie de famille avec autant d'enfants associés, on pourrait recommencer 150 fois. Après, je me dis, bon, 4 enfants, c'est déjà bien. Est-ce que tu es d'accord de partager là tes envies pour cette grossesse-là? Qu'est-ce que tu as envie de t'offrir? En quoi tu as envie de te soutenir, oui, et ouais, tes projets là pour les mois qui arrivent. Bah écoute, je me rends compte que, et pareil, c'est vraiment aussi quelque chose qui s'est fait de manière progressive, grossesse après grossesse, bah, m'offrir, tu vois, par exemple, là, j'aimerais évidemment m'offrir un mama blessing, en tout cas un moment avec les femmes de ma vie pour honorer cette grossesse. Et du coup, bah, forcément, comme bah, je m'intéresse au monde de la naissance et moi-même, j'ai donné des cours de yoga pré-postnatal vers mes trimestres et je suis doula euh, dans dans ma zone. Je connais maintenant plein de femmes qui travaillent euh, dans la périnatalité. Et du coup, c'est vrai que ce que je trouve très chouette là sur cette grossesse, c'est de me sentir du coup vraiment capitaine à bord de mon navire, mais d'avoir plein d'aides potentielles et plein de couches de support et de femmes géniales autour de moi
à commencer par Elisabeth de Guérir la Naissance, qui est ma voisine, avec qui du coup on se voit régulièrement, et de savoir que si ça se fait, si j'en ressens le besoin, elle est là et elle peut, c'est quelqu'un sur qui je peux compter, et d'autres amis doula autour de moi. Et vraiment de sentir, en fait, je sens sur cette grossesse la différence, c'est de vraiment sentir que je me mets encore plus au centre. Dans le sens où, tu vois, même d'un point de vue, voilà, j'ai senti, enfin, je me suis dit, ah, je suis peut-être enceinte, etc. Et j'ai fait un test de grossesse par acquis de conscience. Mais après, je ne me suis pas sentie obligée, comme par exemple sur ma toute première grossesse, d'aller voir un généraliste pour me dire est-ce que je fais une prise de sang, est-ce que machin. Et de me dire aussi, en fait, bon, je reste avec mon corps, je reste avec aussi toutes les incertitudes, parce que la réalité, c'est qu'on sent des choses, mais il y a aussi plein de choses où il n'y a pas de confirmation absolue. Et voilà, de sentir que vraiment je peux faire quelque chose de très individualisé, personnalisé pour moi, de par exemple choisir d'en avoir parlé avec mes enfants relativement tôt, et même avec des amis vraiment proches, de pas me dire oh là là, faut que j'attende 3 mois de grossesse pour le dire, ou ouais, de me laisser vraiment porter. Après, c'est vrai que du coup, d'un point de vue purement médical, j'ai pas du tout, en fait, j'ai pas envie de faire de prise de sang, j'ai pas j'ai pas envie. Et voilà, je me rends compte que c'est aussi parce que je suis arrivée à un niveau de confiance et de conscience, d'ailleurs, les deux. À la fois conscience de mon corps et confiance dans le processus de la grossesse et de la naissance, qui font que j'ai pas besoin de me rassurer par des prises de sang ou des choses comme ça. Et en même temps, je me ferme pas. Enfin voilà, je connais une sage-femme très chouette, pas trop loin, et je sais que si j'ai besoin d'aller la voir parce que j'ai des questions, ou que j'ai un moment où j'ai envie d'échanger aussi, et ben c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est en fait me mettre au centre en responsabilité de femme adulte, et en même temps ne pas aller dans l'extrême de dire mais du coup personne m'aide, et enfin tu vois, c'est vraiment ce truc de avoir plein de couches de support autour de moi, de sentir que en fait j'ai le choix, et j'ai vraiment tout un réseau de femmes sur lesquelles je peux compter. Et voilà, du coup, m'offrir des massages prénatales, des moments de relaxation, des cours de yoga prénatal. Mais c'est vrai que du coup, beaucoup plus de choses sur mon bien-être global que un suivi entre guillemets plus classique de la partie plus médicale d'une grossesse. Mais voilà, je trouve que c'est j'aime beaucoup cet endroit de sentir justement cette cohabitation de ma souveraineté personnelle, mais l'aide de plein de gens. Parce que je trouve que parfois on peut trop opposer les choses, de dire soit en fait tu es vraiment justement suivi par une sage-femme ou par une mater, et du coup il y a un peu quelqu'un qui te prend en charge et qui te, du coup tu délègues en fait toute une partie des choses. Soit en fait tu fais vraiment tout toute seule, quoi. Genre tu fais toute seule. Et, et sûrement parce que ça part de la peur que tes demandes ne soient pas forcément respectées. Enfin, tu vois, il y a plein de bonnes raisons à ça, mais c'est vrai que j'aime bien ce truc de me dire, en fait, c'est pas noir ou blanc, et en fait, je peux être à un endroit où c'est moi qui décide à la fin, pour moi, pour mon corps, ce que je veux. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas tout un réseau de personnes pour m'aider, me donner des conseils, m'aider à me sentir aussi en confiance et sereine, et voilà. Bah écoute, j'ai très envie que... Oui, c'est papa qui téléphone. J'ai très envie de te proposer
Mais que si ça résonne juste pour toi, dans quelques mois, de venir partager ton aventure pour le podcast, cette 4e naissance. Sachant que pour moi, le consentement, c'est rétractable. Hein, voilà. Ça marche. La pièce de la tête maintenant, tu pourras dire non plus tard aussi. Bah, carrément. Et non, avec plaisir, honnêtement. Je trouve que avoir des espaces pour raconter ce qui se passe dans ces moments si transformateurs de nos vies de femmes, c'est ça n'a pas de prix. Je sais que j'avais déjà pour ma 2e, j'avais été accompagnée par une doula qui m'avait ouvert un espace de récit de naissance et en fait, c'est tellement un truc il y a comme un besoin viscéral aussi de le raconter, re-raconter, re-raconter, re-raconter. Donc merci à toi de créer cet espace et de montrer du coup au monde que ça existe aussi des femmes qui parce que bon, évidemment, on a envie de le raconter, tu me diras que ce soit traumatique ou pas, mais de montrer aussi qu'on peut avoir envie de le raconter juste parce que c'était transformateur et c'était initiatique et c'était c'était un passage dans nos vies de femmes qui est hyper important. Mais ça vient vraiment résonner avec ce que tu viens de partager, que le raconter, à mon sens, fait partie intégralement du processus de la naissance. Ouais, normalement, t'as dans ta communauté, un groupe de femmes, et puis de femmes sages aussi, enfin, tu vois, plus âgées, avec plus de recul, et tu tisses, et je trouve que tu tisses aussi pour les générations futures et nos filles, quoi. Moi, je vois que je me dis pour mes filles d'avoir vécu leur mère qui donne naissance aux petites sœurs, petits frères à la maison et qui en reparle et re-reparle. Enfin, c'est aussi une façon très incarnée d'avoir l'info que la naissance, c'est un événement, c'est la vie, c'est pas un événement médical et c'est pas une pathologie, même si ça peut l'être, mais pas systématiquement en tout cas. Et c'est comme ça qu'on change aussi les mentalités sur ce sujet, je pense. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour le partage de ton aventure et de toutes les sagesses qui viennent. Et moi, j'ai cette sensation qu'en fait, quand tu es enceinte, surtout quand tu voyages dans cette confiance et dans c'est moi qui ai toutes les informations et il faut que je les accueille. Il y a une espèce de sagesse à laquelle on touche, qui est extrêmement puissante et presque de l'ordre de la divinité, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Un lien plus direct et plus ouvert, un canal plus ouvert vers de la conscience collective et du divin, ça c'est clair. C'est clair. Mais parce que quand on est enceinte, à partir du moment de la connexion, on a ce canal qui est là. Et moi, je suis persuadée que, par exemple, tu vois, les nausées, les têtes qui tournent et tout, là, sur cette grossesse, j'ai pas du tout eu. Et en fait, quand j'avais eu pour ma première grossesse, moi, je suis persuadée que c'est aussi en fait, l'ampleur de ce canal, quoi. Tu vois, genre, en mode, OK, énergétiquement, c'est quand même un truc non seulement il y a de la vie qui se crée dans toi, mais il y a aussi ce canal qui commence à se créer pour que ton bébé puisse s'incarner au moment de la naissance. Et en fait, c'est un sacré truc, quoi. Donc, oui, je vois bien de quoi tu parles. Enfin, en tout cas, ça me parle. Encore vraiment, merci du fond du cœur. Avec plaisir, merci à toi. Et maintenant, je vous invite à prendre un moment. Afin de répondre à cette question, qu'est-ce que ce récit
a éveillé en vous. Je serais très heureuse de lire vos ressentis en commentaire ou en message. Si vous en avez l'élan, vous pouvez venir soutenir le podcast en laissant une note ou un avis. Ça l'aide à rayonner et à toucher d'autres familles. Vous pouvez également faire un don sur la page Tipeee, le lien se trouve en description. Merci pour votre précieuse écoute. Je vous envoie plein de chaud doudou et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vagues d'ocytocine.